Quand on est autodidacte, ce qui vous manque le plus, c'est les codes. J'ai été jusqu'à mon certificat d'études. Ne pas aller en 6e, ça a été une très grande peine pour moi. Comme quoi, dans tous les métiers, on peut réussir à condition d'aimer ce qu'on fait. Je crois que pour être un bon chef d'entreprise, il faut être dans le quotidien, dans le moyen terme et dans le long terme. Essayer d'être exemplaire. Ma plus grande fierté peut-être durer, d'avoir commencé en 75, donc ça fait 45 ans, 60 ans de travail. Il ne faut pas vouloir appartenir à un monde dont les valeurs vous sont étrangères, sinon vous vous trompez de chemin. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Frédéric. Alors, je suis très fier de vous rencontrer. Vous êtes le fondateur de Bricorama. En 2016, vous avez créé un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, Ma boîte à outils pour la reprise, chez Michel Lafon. Il retrace votre parcours passionnant. Vous êtes parti en bas de l'échelle en quittant l'école très tôt. Vous êtes né dans la Sarthe en 1946. Nous allons dérouler votre parcours et tenter de comprendre la combinaison qui vous a amené là où vous êtes. Jean-Claude, pourriez-vous me parler de votre enfance pour commencer ? Mon enfance, c'était une enfance à la campagne, un peu dans un petit village, donc enfance malgré tout heureuse, parce que nous étions libres. Les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, donc on n'avait pas beaucoup de contraintes, quoi. On était beaucoup de copains, beaucoup d'amis, on était dans la rue, plutôt dans la rue qu'à la maison, quoi. Enfance heureuse parce qu'il n'y avait pas tous ces voisinages. Au contraire, on était plutôt heureux parce qu'on avait des voisins où le père travaillait à la fonderie, ils étaient 8 enfants, ils habitaient dans des logements particulièrement difficiles. Donc par rapport à nos voisins, on n'avait pas le sentiment d'injustice, quoi. Combien d'enfants vous étiez ? 5 enfants. 5 enfants. C'était comment la vie dans les années 50 au sortir des... C'était quoi on allait commencer les 30 Glorieuses en fait, hein. Les 30 Glorieuses, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin c'est ce qu'on dit maintenant. Ouais. Dans les années 60, on avait la vie, on ne se posait pas trop de questions, quoi. On était... on était très obéissants parce que le martinet servait à quelque chose. Franchement, les mains étaient lestes. Voilà, mais simplement, c'était le travail. J'ai toujours vu mon père travailler, jamais partir en vacances. J'ai eu la chance de partir quelquefois en colonie de vacances, mais jamais de vacances avec les parents. Mais il faut dire qu'à la campagne, tout ça, on pouvait très bien passer de bonnes vacances, aller à la ferme, tout ça. Même ma mère avait une sœur de lait qui habitait pas très loin. Elle avait épousé, son mari était ouvrier à la ferme. Et nous, franchement, on trouvait qu'on avait de la chance, quoi. Et l'école ? Mais ce qui a tout détruit, c'est la maladie, quand le père est tombé malade. Donc là, avec tout ce qu'il a pu subir, donc ça a été vraiment une catastrophe. Et là, c'était à partir de mes 12 ans. Alors, votre père était menuisier, c'est ça ? Oui, ouvrier menuisier, du cancer des menuisiers. Oui, à l'époque, ouais. Et l'école ? À l'école, j'étais un très bon élève, vraiment. Est-ce que, parce que j'entendais pas, j'étais très attentif, mais je pense qu'il n'y avait pas que l'attention. Le fait, effectivement, que
mes frères et sœurs se moquaient beaucoup de moi parce que je comprenais, quand on entend mal, on répond mal, et quand on répond mal, on répond des conneries, on répond à côté de la blague. Donc comme ils se moquaient de moi, eh bien, j'avais le refuge dans les livres, quoi. C'était les livres qui étaient mon refuge. Je me mettais dans un coin et je lisais, et comme ça, j'avais plus de soucis. Mais vous aviez un problème d'audition de naissance? Non, pas de naissance, mais tout de suite après la naissance, avec beaucoup d'otites chroniques Oui. qui avaient rongé le tympan et qui avaient rongé les osselets. L'école, donc, vous étiez bon élève, vous vous réfugiez dans la lecture. Vous êtes allé jusqu'où? J'ai été jusqu'à mon certificat d'études. Le virage s'est fait comme à l'époque, comme on avait tous mes frères et sœurs, c'était à la place de rentrer en sixième, on rentrait en classe de certificat d'études. On y restait 3 ans en attendant les 14 ans pour passer son certificat d'études. Donc le grand virage, ça a été justement à mes 11 ans où mon père commençait à être malade et effectivement le passage, ne pas aller en sixième, ça a été une très grande peine pour moi. Ça a été un grand chagrin. Vous étiez le cadet de la fratrie ou vous étiez... Non, j'avais encore une sœur qui était plus petite que moi. Dans le livre, on sent que vous êtes bon élève, on le lit. On sent qu'à un moment, votre père malade, il y a le curé, l'instituteur et le directeur de l'école qui vient voir votre père pour lui dire le petit Jean-Claude a des capacités, il faudrait qu'il continue. Et votre père, ça se faisait pas de continuer ou pourquoi Non, il trouvait que ça serait une injustice, que cette chance d'aller à l'école, mon frère et mes sœurs n'y avaient pas eu droit. Ils étaient partis en apprentissage, ou même ma sœur comme bonne à tout faire. Donc, il trouvait forcément que même il commençait à y avoir des bourses, naturellement, ça serait pas les mêmes conditions que mon frère et mes sœurs. Donc, ils trouvaient que plutôt être injuste en disant la vie se chargera de me donner une deuxième chance. Mais c'était pour partir subvenir après aux besoins de la famille ou c'était pour ça? Oui. On allait à l'époque, c'est des temps complètement différents. Hein. On allait à l'époque en apprentissage pour aider la famille, alors qu'aujourd'hui on va en apprentissage parce qu'on n'a peut-être pas les capacités intellectuelles. Pardon. Non, c'est qu'on n'est pas né dans un milieu socialement, culturellement ou financièrement aidé. Donc, 14 ans, malgré le fait que vous auriez pu avoir une bourse, vous quittez l'école et qu'est-ce que vous faites? Il y avait le boulanger qui cherchait un apprenti. Je suis rentré en apprentissage en boulangerie. Et puis, au bout de quelques mois, le docteur a dit il peut pas rester en boulangerie avec la poussière de farine qui rentrait à l'intérieur de l'oreille et je n'entendais plus rien du tout. Donc, il a dit il faut quitter le métier. Et comme de l'autre côté de la rue, à la charcuterie, cherchait un apprenti, je suis rentré comme apprentissage en charcuterie. Et là, ça a été vraiment une période très, très compliquée. En y repensant, je me demande comment j'ai résisté. Faire l'abattoir, c'est actuellement, ça apparaît complètement fou, quoi. Mais à cette époque, on faisait l'abattoir, on allait dans les fermes, tout ça, c'était vraiment une autre époque. C'est vrai que ce soit la boulangerie ou la charcuterie, c'est quand même deux métiers difficiles. Mais la boulangerie est beaucoup moins difficile parce qu'on est au chaud. Se lève tôt. Oui, voilà. On est au chaud. Même si on se lève tôt, le samedi, on se levait à... Et puis on fait des jolies choses. On fait des gâteaux, on fait du pain, on fait des jolies choses. Oui, on fait des jolies choses. Mais surtout, il fait chaud, quoi. Ouais. Alors que dans la charcuterie, il fait froid, on est dans l'eau. Et puis, c'est un métier qui est dur. Dès l'instant que vous tuez des animaux, forcément, les hommes qui pratiquent deviennent plus durs. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'abattoir. Si, il y avait des abattoirs, mais on allait tuer à l'abattoir et à la ferme. C'est vous qui vous en chargiez, donc. Naturellement, avec. Effectivement, comme vous dites, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Maintenant. Vous restez combien de temps apprenti charcutier? Je vais passer mon CAP de charcutier brillamment. Je crois que faudrait que je retrouve, mais je crois que j'ai été très très bien classé. Alors je l'ai lu, vous aviez été premier du département. Voilà, c'est ce que vous avez écrit en tout cas. Et vous aviez déjà cet esprit de conquête
de la gagne ou... Non. Tant qu'à faire, autant le faire bien, c'est ça? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je pense que je travaillais contraint et forcé, mais je n'avais pas le souci d'être le meilleur, tout ça. Non, non, moi c'était le regret un peu d'injustice de voir que j'avais des copains qui avaient quand même une vie plus facile, quoi. Mais j'étais pas encore profondément marqué par les différences, puisque la plupart de mes copains d'école étaient en apprentissage. Simplement, il y avait des métiers qui étaient plus ou moins difficiles, quoi. Non, l'injustice m'est apparue plus tard. Plus tard, quand j'ai commencé, peut-être que je l'avais aussi au fond de moi. Je me rappelle pas. Et si on veut avancer, faut pas regarder derrière, quoi. Le service militaire, vous l'avez fait? Non, non, je l'ai pas fait parce que j'aurais voulu être parachutiste, mais comme j'avais des problèmes d'audition, à ma grande surprise, et c'est à ce moment-là peut-être que j'ai pris conscience de mes capacités quand j'ai été au conseil de révision. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le conseil de révision, c'est qu'on partait 3 jours pour faire des tests. Et là, on a tous passé des tests, on était dans des grandes chambrées, tout ça. Et la grande stupéfaction de tout le monde, c'est, alors que j'étais plutôt bébête, quoi, c'est que j'avais eu les meilleurs tests de toute la chambrée. Donc là, j'ai dit, c'est la première fois où j'ai découvert, franchement, que j'étais pas plus bête qu'un autre. Si j'étais bête, c'est parce que j'entendais pas, quoi. Mais vous savez, alors je suis bien plus vieux que pas mal d'auditeurs, un peu plus jeune que vous. C'est marrant parce que moi, à mon époque, il y avait encore le service militaire et on appelait ça les 3 jours, alors que ça durait une demi-journée, mais ça date de ça. Voilà, c'est ça. Mais là, c'était 3 jours. C'était 3 jours. C'était 3 jours. Donc, et là, j'ai grosse surprise. J'avais les meilleurs tests et les autres étaient tout autour de moi. Ils me disent, mais comment t'as fait tout ça? Ben, j'ai dit, je sais pas. Moi, j'ai répondu aux questions, quoi. Mais je m'étais pas servi de mon handicap pour être réformé. J'ai été réformé parce que ceux qui nous faisaient passer les visites médicales ont trouvé que j'étais vraiment inapte au service militaire. Mais j'étais pas un objecteur, rien du tout. Au contraire, je me sentais un peu, j'avais plutôt du chagrin de qu'on n'ait pas voulu de moi, quoi. Oui, parce qu'en plus, tant qu'à faire, vous aviez présenté Para. Oui. Qui est quand même l'élite, quoi. Oui, donc, autant le faire. Exactement. Voilà. Autant passer du bon moment plutôt que de rester dans un coin, dans un bureau ou quelque chose comme ça, quoi. Donc là, vous êtes diplômé de charcutier. Vous êtes resté combien de temps à l'apprentissage en province, je suis resté 3 années, 3 bonnes années. Puis après, je suis monté à Paris comme ouvrier charcutier. D'accord. Voilà, donc vous avez trouvé un job à Paris. Voilà, c'était très très facile. Même j'en ai fait plusieurs. À l'époque et encore maintenant, c'est très facile de trouver du travail comme ouvrier charcutier. Pourquoi Paris? Parce que mon frère était à Paris. Et là, peut-être que je dis à ma sœur aussi, j'ai dit peut-être que c'est dommage s'ils étaient partis en Australie. Il n'y avait pas de recrutement comme ça s'est fait pour l'Amérique du Nord ou du Sud. Il n'y avait pas de recruteurs dans mon village. S'il y avait eu des recruteurs, peut-être qu'ils seraient partis en Australie et peut-être je les aurais suivis, quoi. Mais mon grand frère, ma grande sœur étaient partis donc à Paris, donc je suis monté à Paris. Alors, vous êtes monté à la capitale, comme on dit, en 1964, et vous écrivez « Surdité ou pas, études ou pas, je sentais que je ne serais pas condamné à mes origines sociales, qui m'auraient collé à la peau si j'étais resté dans la Sarthe. L'enfance est déterminante. Cette énergie folle qui m'habitait, canalisée par ma surdité, a débouché sur une rage de gagner, une volonté de réussir en dépit de cette éducation que je n'ai pas eue. » C'est une phrase quand même qui est assez forte. C'est tout au début du livre. Oui, ça c'est arrivé à Paris. Vous étiez programmé déjà. Vous aviez programmé. Oui, mais vous êtes humble. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est arrivé en arrivant à Paris, tout ça que j'ai vu. L'avantage de Paris, c'est qu'on n'est pas conditionné par ses origines sociales. Quand vous restez dans un petit village en province, vous êtes toujours, vous avez un horizon plus restreint, quoi.
Alors qu'à Paris, les contacts sont faciles. Et puis quand je me suis fait opérer des oreilles, et là que j'ai entendu, c'est là où véritablement, c'est pas débouché les oreilles, au contraire, quand on m'a rebouché les oreilles, quand on m'a refait la chaîne d'osselet, donc là, j'ai vu effectivement la vie différemment, quoi. C'est vraiment à ce moment-là que l'énergie a pu se libérer, quoi. Quand vous arrivez, vous dormez où? Vous aviez des économies déjà? Non, on était nourris logés en charcuterie. Ah, d'accord. Ok. Et donc, vous restez combien de temps charcutier à Paris? Je crois 3-4 ans, quoi. Et après, vous en avez vraiment marre? Et puis après, j'en avais vraiment marre. Et puis, il y avait le gars d'à côté qui était livreur chez Nicolas. Et on discutait le soir après le travail, tout ça. Et je trouvais que son métier était quand même plus sympa, quoi. Il livrait, il allait dans les immeubles, tout ça. Donc là, franchement, là, ça a commencé. J'avais un triporteur à l'époque, et on livrait de l'eau, quoi, du vin. La Vespa, le truc. Oui, le petit camion là. Oui, un triporteur. Ouais, c'est ça. Triporteur, voilà. Mais il faut voir qu'on n'a pas que des jeunes de 20 ans qui peuvent écouter. Alors je ne sais pas s'ils savent ce que c'est un triporteur. Je ne sais pas si ça n'existe plus maintenant, les triporteurs chez Nicolas. Mais à l'époque, on avait tous un habit en particulier, une sacoche, tout ça. Et c'était un métier dur, mais ça me plaisait beaucoup. Mais franchement, je pensais assez rapidement, je pensais que je voulais pas finir ma vie comme. Et tout dernièrement, quand je suis passé à la télévision, une histoire drôle. Il y avait ma patronne quand j'étais ouvrier chez Nicolas, qui m'a envoyé un petit mot en disant qu'elle était sûre que j'étais un garçon gentil, courageux, enfin que j'avais toutes les qualités, et elle n'était pas surprise que je réussisse vu l'impression qu'elle avait gardée de moi. Donc ça m'a fait très plaisir. Ah bah oui, bien sûr. Et puis par rapport à la charcuterie, c'est la liberté aussi. Oui. C'est sympa, quoi. Oui, c'est un univers beaucoup plus sympa. J'étais avec des patrons sympas, une ambiance sympa. Et effectivement, l'environnement du travail est très important pour la qualité du travail et se sentir bien, quoi. Ensuite, j'ai voulu faire du commerce. J'ai dit, là, étant opéré des oreilles, j'ai voulu faire du commerce. Donc, j'ai commencé comme représentant en porte-à-porte. À l'époque, c'était la grande... Alors avant, vous avez oublié quelque chose, si je peux me permettre. Avant, vous avez oublié le BHV. Non, c'est en même temps que le porte-à-porte. C'est en même temps que le porte-à-porte. Alors, juste avant que vous commenciez, excusez-moi, je suis désolé de vous... parce que c'est tellement passionnant. Mais vous savez, je vais vous... tellement loin que il faut que c'est vous qui me ramenez la mémoire. Mais il faut se mettre à ma place. J'ai lu un livre, Un héros, et je l'ai en face de moi. Je voudrais qu'on revienne juste sur votre opération des oreilles. Deux choses viennent régulièrement dans votre parcours. C'est vous qui le dites. C'est un complexe de surdité à l'époque et le fait de ne pas être allé trop loin dans les études. Donc les études, elles sont ce qu'elles sont et on va voir que finalement vous les avez reprises. Mais au niveau de la surdité, comment vous avez résolu le problème? J'ai été à l'hôpital à Paris voir un professeur, le professeur Fleury, qui m'a opéré. Il m'avait dit je pense que il a refait les chaînes d'osselets et puis remis des tympans, des greffes de tympans. Et il m'avait dit, j'espère que ça tiendra quelques années. Et puis, effectivement, ça a tenu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai pas une audition normale puisque je suis encore handicapé quand il y a du monde, tout ça, dans la foule. Mais quand même, ce qui me permet puisque j'ai quand même appris à écouter sur les lèvres. Donc, ce qui me permet quand même en one-to-one de compenser ce déficit, quoi. Alors, vous êtes chez Nicolas, mais ça vous suffit pas? Non. Alors, dites-moi. Le garçon d'à côté, et là, je dis, je vais quand même pas rester ma vie à faire des livraisons. Donc, je suis rentré en tant que représentant en porte-à-porte. Et comme je ne gagnais pas assez d'argent, puisqu'au porte-à-porte, on n'était payé qu'une fois que les ventes étaient effectuées et payées, donc j'allais le soir et le samedi au BHV, pour faire démonstrateur, quoi. Et démonstrateur, et ça marchait très très bien.
si bien que la société pour laquelle je faisais des démonstrations m'a embauché comme démonstrateur itinérant. C'était qui? C'était AEG. Ah oui, une belle boîte en plus, c'est bons outils. Oui. Très belle boîte allemande à l'époque. C'était un conglomérat. C'était des centaines de milliers de salariés en Allemagne et qui construisaient des locomotives. Enfin, c'est un conglomérat allemand qui a explosé il y a une vingtaine d'années à peu près. Explosé, vous dire disloqué. Exactement. Alors, il y a toujours les outils. Les outils, on les voit toujours. Les boîtes bleues, ça, ils sont toujours. Ouais. Oui, il y avait, mais à l'époque, il y avait la hi-fi, la télévision. AEG, un peu comme Siemens. Voilà, AEG, Telefunken, quoi. C'était. Oui, c'est le même groupe. D'accord. Ouais, c'est le même groupe. Quoi. D'accord. Et donc, vous travaillez chez AEG. J'étais plutôt heureux, content, et puis à un moment, ils mettent une annonce pour chercher un représentant. Il dit, bon, ben voilà, moi, vous êtes content de moi, j'ai des bonnes performances, tout ça. Ah oui, mais on est content de toi, mais tu es quand même un peu jeune. Voilà, faut que tu continues encore quelques années. Et puis, quand il y aura de nouveau une place, on va faire. J'ai dit, bon, ben non, ça, c'est pas très bien, ça. Mais comme parallèlement, il y avait Black & Decker qui cherchait des représentants, donc j'ai été embauché chez Black & Decker sans problème comme représentant. Mais vous avez quoi, 23, 24 ans? À peu près, oui. Vous étiez papa déjà ou pas encore hein? Oh, non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai du mal à me... C'est le passé, les dates et tout. J'ai mon frère qui n'a pas du tout le même parcours que moi. Il se rappelle de tout. Moi, je ne me rappelle de rien. Mais j'ai pas l'impression. Ne me demandez pas la date de naissance de mes enfants. Je ne m'en rappelle pas. Mais ça, soi-disant que c'est normal. Bon, on va... Non, mais tout ce qui est derrière ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est devant. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Voilà, ça m'intéresse vraiment, quoi. Mais l'avenir dépend du passé, alors il faut faire avec. Oui, parce que je rappelle, pour le calcul, vous avez donc 74 ans, c'est ça? Oui, malheureusement. Alors écoutez, vous êtes... alors, à Marseille, on dit gaillard. Vous êtes gaillard. Oui. Et puis surtout, on est dans votre bureau, il est plein, il y a plein de papiers, il y a plein de choses. Vous travaillez, quoi. Ah oui. Mais le travail, c'est la vie. Je pense que voilà. Oui. Voilà. Le travail, c'est la vie. Un peu moins dur maintenant, puisque le dimanche matin, je vais plus en magasin, quoi. Le samedi, j'ai toujours un collaborateur qui vient, tout ça, je travaille le samedi, mais plus le dimanche matin, quoi. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Je jardine, je bricole, je n'arrête pas, j'ai mes abeilles, j'ai des ruches. Hein. Ah. Ouais, j'ai des ruches, tout ça, donc et c'est beaucoup de travail. En ce moment, faut s'occuper des frelons asiatiques. Là, c'est une sacrée bataille la victoire contre les frelons asiatiques. Là. Quand je les vois qui s'amènent et puis qui s'attaquent et ils attrapent les abeilles pour les emmener pour nourrir les larves, alors que les abeilles elles arrivent, elles sont pleines de pollen et tout, ça c'est rageant quoi, c'est rageant. Il y a les ouvrières qui travaillent et puis il y a ceux qui viennent s'en emparer pour nourrir leurs larves. Bon, moi je préfère voilà. Donc, ça occupe, quoi. Ce que j'aime bien dans le podcast, vous voyez, c'est qu'on fait des allers-retours comme ça et c'est sympa. Revenons à nos moutons. Donc, vous êtes chez AEG comme représentant. Ça se passe bien. Vous gagnez correctement votre vie. Oui. Et puis, Nicolas, vous quittez je crois que c'est à ce moment-là que je suis devenu papa, à peu près, quand j'étais représentant chez Black & Decker. Oui, vous en souvenez finalement. Donc, oui, voilà. Parce que vous m'obligez à me souvenir pour pas raconter trop de conneries. Quoi. Vous avez quitté Nicolas ? Ah bah oui, naturellement. Plus qu'AEG. Plus qu'AEG, puis après Black & Decker. Et là, chez Black & Decker, j'ai compris qu'on avait des séminaires, tout ça, et j'ai compris qu'effectivement, le représentant, c'est bien, mais je voyais bien qu'il y avait des gens qui nous donnaient des ordres et on voyait bien que c'était réfléchi. À l'époque, Black & Decker était une société américaine et ils étaient très, très en avance sur le marketing. Et j'ai cherché à comprendre et effectivement, je voyais bien que le marketing était une science qui allait prendre de l'importance.
Donc à ce moment-là, je leur ai dit, moi j'aimerais bien rentrer au marketing. On m'a dit, ah oui, mais tu comprends, Jean-Claude, le marketing, c'est quand même compliqué, ça s'apprend à l'école et tout, il faut faire des études et tout. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, moi, avec les études, j'ai pas de problème. Si vous voulez, je vais aller en formation. Ils m'ont dit, mais non, tu comprends, nous, on peut pas payer la formation. Donc, j'ai décidé de m'offrir les cours du soir. Ouais. En cours du soir. Et là, j'ai découvert le soir ce que je faisais dans la journée. Pourquoi je faisais telle chose? Pourquoi on nous donnait tel ordre? Pourquoi telle publicité? Pourquoi telle démarche commerciale? J'ai appris le soir et ça m'a beaucoup servi parce qu'en plus de ça, ça rentrait comme dans du beurre parce que j'avais pas besoin je comprenais facilement. Mais comme l'ISEC, c'était pratiquement la première école en France qui faisait les cours à l'américaine. C'est-à-dire, il n'y avait pas de cours. Oui, l'ISEC, c'est l'équivalent d'HEC à l'époque. ESSEC, c'était le cours. L'équivalent d'ESSEC. L'équivalent d'ESSEC. Et là, on n'avait pas des cours. C'était un professeur qui venait et il nous donnait du travail et c'était du travail de groupe. D'accord. Des études de cas. D'accord. Des études de cas. Donc, et moi, j'étais avec des garçons qui avaient fait pas mal d'études, tout ça. Et bon, à un certain moment, je me rappelle, je voulais quitter parce que je trouvais que j'étais largué. Et ils m'ont tous encouragé pour persévérer parce qu'ils trouvaient que j'avais une qualité que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ils trouvaient que j'avais du bon sens. Je ne savais pas ce que c'était que le bon sens. Quand vous décidez de faire du marketing, en fait, si je comprends bien, le commercial, c'est ce que vous faisiez, vous étiez bon. J'étais pas le meilleur. Oui, mais vous étiez. Vous vendiez. Bon et mon patron était content de moi. Bon, voilà, cette fois-là. C'était finalement ce qu'on appelle le front office. Mais vous vouliez comprendre le back office, c'est-à-dire vous vouliez comprendre sous l'iceberg, sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Les rouages. Vous voulez comprendre les rouages. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, d'accord. Et c'est ça parce que je sentais bien que tout n'était pas comme ça. Et on avait un directeur de marketing qui était particulièrement brillant, intelligent, compétent, enfin, vraiment qui nous faisait des démonstrations et qui faisait des démonstrations à la force de vente qui étaient vraiment impressionnantes. Et ça, naturellement, quand vous êtes ouvert et quand vous cherchez votre voie, effectivement, vous vous dites, voilà un domaine que je voudrais maîtriser. Alors, vous êtes diplômé de l'ISEC, et là, vous allez voir donc vos patrons, j'imagine, voilà. Et vous leur dites, ça y est, je suis diplômé, je peux être. Voilà, et là, on me dit, ah oui, mais tu comprends, Jean-Claude, tu as fait des études, mais c'est pas tout à fait les études, le profil qu'on recherche et tout. On est content de toi, reste encore quelques années, et puis forcément, tu auras ta chance, quoi. Et à ce moment-là, moi, je faisais du foot et j'avais un copain, on faisait du foot ensemble. Et lui, il avait à peu près dans d'autres conditions, naturellement, mais il était ouvrier aussi. Mais pour des raisons différentes, mais on s'en rapproche, c'est pareil. Il voyait son horizon bouché dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Alain Vincent. Voilà, Alain Vincent. Ouais. Donc, et là, je lui ai dit, si t'es d'accord, on va s'associer tous les deux et on va monter un magasin de bricolage. Puisque je voyais bien, moi, je visitais les magasins de bricolage, je voyais bien que c'était pas si compliqué que ça et que ça marchait bien, quoi. Alors, parce que on vous a dit non, donc le maintien dans l'entreprise n'était plus possible. Si, c'était possible. Dans votre tête, je parle, hein? Oui, dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête, je dis non, mais à chaque fois que... J'ai joué le jeu, ils ont pas joué le jeu. Voilà, à chaque fois que je veux, bon... donc, je ferai pas mon trou chez eux, quoi. Voilà, donc... et là, à ce moment-là, faut dire qu'aussi que quand on était en apprentissage chez un charcutier, c'était toujours, oui, d'accord, on t'en fait chier, tu vas voir, c'est compliqué, mais un jour, tu seras ton propre patron.
Et je pense que c'est très, très important dans ma tête. Naturellement, je vais pas mon père ne nous a pas transmis ce débouché, mais je pense que c'est le patron en apprentissage, le patron charcutier qui était toujours avec ça. Si je suis dur avec vous, c'est pour vous apprendre à bien travailler, et après vous serez vos propres patrons et vous travaillerez bien, quoi. Ah oui, alors à une différence, c'est que à l'époque, quand vous étiez charcutier, l'entreprise pour vous c'était un commerce, alors que quand vous avez vu ce que c'était la charcuterie et ensuite l'entreprise AEG, Black & Decker, BHV, etc., l'entreprise c'était une vraie entreprise, quoi. Exactement, c'est ça. Donc il y a des possibilités énormes, parce que le charcutier, c'est sûr qu'on peut devenir si, il y a des très bons charcutiers. Vous avez à Paris un charcutier qui est très réputé. Oui, mais vous pouvez devenir oui, vous pouvez devenir une chaîne, c'est vrai. Voilà, non, même sans devenir une chaîne, vous pouvez très bien être un très très bon charcutier. C'est pas encore actuellement, la télévision ne fait pas la gloire des charcutiers comme ils font la gloire des cuisiniers ou des pâtissiers. Mais pourtant, ils le méritent, parce que je vous assure que la charcuterie, c'est bon. Donc, comme quoi, dans tous les métiers, on peut réussir à une condition, oui, d'aimer ce qu'on fait. Exactement. Alors, vous décidez de monter dans l'ascenseur social, là. Oui. Monter votre entreprise avec Alain. Comment vous financez ? Vous aviez déjà de l'argent ? Non, j'avais pas d'argent, mais il faut acheter un local, il faut le l'aménager. Non, on l'achète pas. Enfin, vous l'achetez pas. Voilà, on le loue. Donc il faut louer. C'était en 1975, c'était en pleine crise, la crise pétrolière. Ouais. C'était la pleine crise pétrolière. Donc on avait trouvé un local juste dans la rue où j'habitais. Donc, c'était un local qui était dans vide. Le 13e ? Dans le 13e arrondissement, ouais. Un local, boulevard Vincent Auriol. Il était vide. Et puis avec tous les amis, tout ça, j'ai fait travailler tous les amis, tout ça, et puis on a fait ça. Pour rien, quoi. Vraiment, maintenant, quand je pense avec la somme d'argent qui avait été nécessaire, c'était rien. Mais à l'époque, déjà, j'avais pris une bonne décision, c'était d'appartenir à un groupement. C'était je sais pas comment j'avais eu cette idée en disant, dans le commerce si on n'est pas associé à plusieurs, et si on n'est pas associé, si on fait pas partie d'une coopérative, on ne peut pas réussir quand on est tout seul. Donc j'avais adhéré à une coopérative qui s'appelait la coopérative du Faites-le vous-même. Et là, ça a été, je sais même pas comment j'ai fait pour prendre des décisions qui maintenant apparaissent de bonnes décisions. À l'époque, est-ce que c'était vraiment réfléchi ? Je pense que c'était plus intuitif que cérébral. Et surtout que dans ce métier, sauf erreur, c'est le vôtre. Alors je sais pas à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, les marges sont faibles. Et c'est des gros stocks quand même. Hein. Oui, à l'époque, nous avions les meilleurs banquiers du monde. C'était les fournisseurs. À l'époque, nos fournisseurs nous faisaient un crédit fournisseur 90 jours, fin de mois le 10. Donc là, assez rapidement, les problèmes financiers ont été solutionnés par le crédit fournisseur. Oui, et puis il n'y avait pas de loi LME à l'époque et tout ça. Donc vous avez loué le local, vous l'avez aménagé vous-même, vos copains, etc. Ouais. Vous avez adhéré à la coopérative qui vous a amené des prix, et donc j'imagine. Et voilà. Des relations avec les fournisseurs. Le stock a été façon de financer par les crédits fournisseurs, dont vous pouvez parler, voilà. Et puis de toute façon, le BFR, enfin l'argent rentrait tous les jours, voilà. Il y avait qu'une seule condition, c'était quand même de vendre assez rapidement, il fallait vendre le stock avant de l'avoir à payer. Oui. Mais bon, comme tout de suite, c'était l'époque, et pourtant, il y avait un concurrent qui s'est installé à 300 mètres. Même deux, j'ai lu dans le bouquin, même deux. Oui. Et ça 300 mètres, mais moi, ça m'a pas... J'ai dit, mais on va réussir parce que nous, on est dynamique et tout. Et c'était Manu France à l'époque qui s'est installé au centre commercial de la Place d'Italie et qui voulait se relancer en ouvrant des magasins de bricolage.
mais on sait que Manufrance, on sait ce que c'est devenu, quoi. Quel était le paysage à l'époque aujourd'hui on le connaît, hein, des magasins de bricolage. Quel était le paysage? Il y avait des gros à l'époque déjà? Oui, Castorama, Leroy Merlin. Il y avait déjà Casto et Leroy? Oui. Il y avait Bricorama, parce que Bricorama, moi j'ai créé l'entreprise, mais j'ai racheté l'entreprise. Oui. Il y avait Bricorama, il y avait il y avait déjà des gros et bon, pas aussi puissants que maintenant. Le marché était beaucoup plus ouvert. Maintenant, vous avez le Roi Merlin et avec Weldom et Bricoman et à pratiquement 50% du marché, quoi. À deux acteurs, ils ont 75% du marché. Donc le marché c'est beaucoup fermé, quoi. Se mettre à votre compte, ça a changé quoi? J'ai senti que j'étais un bon ouvrier, soucieux des deniers de mon patron, mais j'ai senti que quand on était à son compte, l'argent avait encore une valeur différente. C'était pas le même poids. Même si on est l'argent des autres, même si on y fait attention, ça n'a pas tout à fait la même valeur que le sien propre, quoi. Et donc, j'avais été bien éduqué contre le gaspillage, tout ça. Donc, puis avec mon copain, ça se passait très très bien. On s'est jamais disputé, jamais. Quand il a décidé que lui, ouvrir un magasin, 2 magasins, 3 magasins, ne jamais arrêter, travailler 7 jours sur 7, c'était pas la vie qu'il voulait. Il voulait une vie plus tranquille en province. On a décidé, il m'a dit qu'il voulait changer de vie. On s'est séparés gentiment. Vous pouvez, tout le monde vous dira, on ne s'est jamais disputé. On avait chacun notre tempérament. C'était un garçon qui était travailleur, honnête, enfin, je veux dire, quelqu'un de bien. Vous êtes à votre compte. D'abord, la comptabilité, tout ça, vous l'aviez un peu appris à l'école ou rien? Vous avez appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. La comptabilité, pour un commerçant, la première des comptabilités, c'est savoir compter le tiroir caisse tous les soirs, quoi. Et puis après, de regarder ce qu'il y a, le solde en banque, quoi. C'est la façon la plus empirique de gérer des affaires. Parce qu'à l'époque, il y avait quoi? On vous payait comment? Chèque et espèces? Oui, chèque et espèce. Il n'y a pas de carte bleue. Non, il n'y avait pas de carte bleue. Ah oui. Mais bon, l'empirique, le bon sens, le commerçant qui est vraiment dans ses affaires, il n'y a pas doute qui s'occupe de passer toutes les commandes, tout ça, de regarder. Après, il y a des comptables qui font les comptes, mais vous agissez naturellement. Après, il faut bien avoir des comptes pour faire les emprunts, tout ça. On se contente pas de la manière empirique, mais il faut avoir le sens de l'argent, quoi. Alors, se mettre à son compte, donc, ça change quoi? Je l'ai lu et vous l'avez dit, plus de vacances, 7 sur 7. Non. Voilà. Et j'ai lu quelque chose que j'ai partagé, je voudrais qu'on en parle. Vous dites dans le livre, alors excusez-moi, c'est vrai que ça fait Bernard Pivot qui interviewe, mais parce que vous avez dit des phrases dans ce livre, je vais mettre le lien et je le ferai même gagner. Il y a tellement des phrases qui sont importantes où je me revois dedans, où je me vois dedans, je vois l'éducation que j'ai eue, que je me permets de vous les ressortir. Vous dites, tout passé et passe encore après le travail. Pour l'époque, je ne pensais plus qu'à ça, je ne faisais plus que ça. Je n'ai jamais cédé à la tentation de me reposer. Oui, parce que j'ai été heureux au travail. Et passionné. Ouais. Oui, passionné par le travail, heureux par le travail, sentant que dans le travail, c'était la possibilité pour moi de faire quelque chose qui est assez honorable, quoi, dans lequel on a quand même une certaine reconnaissance, quoi. On a une certaine reconnaissance. C'était pas la mode comme actuellement. C'était pas la mode. L'arrivée a fallu attendre quelques années après la Mitterrand pour voir revaloriser quand il y a eu des difficultés avec le budget de l'État, où là, il y a eu quelques bons politiques qui disaient, l'entreprise, l'entrepreneur, tout ça a fallu, mais ça a été dans les années 84, où là... L'entrepreneur, l'entreprise, c'est un gros mot à l'époque.
Et oui, avant cette date, un gros mot. Ouais. Moi j'avais mes copains avec lesquels, bon, on n'en parle pas, mais après. Ouais, vous avez fait de la politique un peu, voilà, je crois. Exactement. Ouais. J'étais militant, attention, j'étais militant en même temps que j'étais chez Black & Decker, tout ça. Naturellement, quand je me suis mis à mon compte, j'avais de très bons camarades. C'était très agréable, donc coller des affiches et tout. Puis la politique, c'est formidable. Franchement, je ne peux pas. Ça m'est difficile d'entendre quelqu'un critiquer la politique. Si les gens savaient, bon, naturellement, on peut être d'accord, pas d'accord, mais la politique est quand même quelque chose de grand. Donc, et là, naturellement, c'était très, très difficile. Après être patron et au Parti socialiste, c'était vraiment pas... Pourtant, j'étais pas d'accord avec les mesures qu'il voulait. Il voulait faire travailler tous les ouvriers comme des fonctionnaires, alors que les ouvriers, ce qu'ils voulaient, c'est travailler, gagner de l'argent. Ils voulaient pas... C'était le ministère du temps libre. Ça m'avait un petit peu choqué qu'on puisse faire un ministère du temps libre. Non, pour moi, je disais... Il y avait un ministère du temps libre ? Oui. Ah oui ? En 81. Je savais pas. Ah oui. Vous m'apprenez quelque chose. Ouais. Avec Nicole Questio, je crois. D'accord. Nicole Questio, à vérifier. À vérifier. Donc moi, j'étais plus du tout dans cet univers-là, mais quelques années après, quand il y avait fait le temps libre ne suffisait pas et qu'il fallait remettre la France au travail, alors là, on encourageait les entrepreneurs parce qu'on voit très bien on voit très bien que les entrepreneurs sont un rouage indispensable pour faire tourner la machine. Je vais pas dire que c'est les seuls. Je vais pas dénigrer les services publics, mais il peut peut-être y avoir des entreprises sans service public, mais je ne vois pas de service public sans entreprise. Quoi. Ouais, bien sûr. Les deux sont intimement liés, mais donc là, de nouveau, l'entrepreneur est là, franchement, commencer à non pas à rouler les mécaniques, mais à se sentir important. Et ne pas être déconsidéré du fait de sa naissance, du fait de ses études, tout ça, c'était quand même, ça commençait, je retrouvais un grand plaisir à travailler. Vous octroyez à l'époque du temps libre ? Ou très peu ? Oui, il faut parce que faut bien quoi. Quand vous êtes marié, vous êtes bien obligé que vous en octroyez. Mais pas de chance. La première année où je pars en vacances, à mon époux, a fallu que je revienne parce que Alain Vincent est tombé malade. Donc, a fallu que j'interrompe mes vacances. Et naturellement, mon épouse à cette époque-là disait mais non, passer sa vie pour travailler. Bon, on a divorcé et puis bon. Voilà, j'ai trouvé la deuxième épouse m'a jamais vraiment encouragé pour pas me faire d'erreurs, mais elle m'a jamais découragé. Elle a tout à fait compris. Elle est encore plus travailleuse que moi. Elle a ses affaires, elle s'est occupée des enfants, tout ça. Elle avait ses affaires, ses enfants, tout ça. Et je n'ai jamais été perturbé par ma deuxième épouse elle me dit toujours que ma réussite, et je lui dis, elle me dit, tu me la dois pas, mais sans moi, tu ne l'aurais peut-être pas réussi comme ça. Je lui en suis très reconnaissant de m'avoir permis de ne pas avoir trop de soucis, parce que quand on est entrepreneur, on peut avoir du souci au travail, mais on ne peut pas avoir de soucis familiaux. Si on a des soucis familiaux avec des soucis au travail, c'est pas possible, on pète les plombs, quoi. Alors je le dis différemment, moi. Moi, je suis heureux en couple. Je l'ai pas toujours été. Je l'ai pas toujours été parce que j'ai divorcé aussi, etc. Parce qu'on passe par des périodes de sa vie où aujourd'hui être marié, c'est presque l'exception. Enfin, toute sa vie avec la même personne, c'est presque l'exception. Mais effectivement, on peut pas se battre contre votre épouse, contre la société, contre votre épouse ou votre conjoint, parce que maintenant, il faut avoir l'esprit large. Oui, voilà. Il faut garder l'énergie ou il faut la canaliser le maximum. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui peut nous poser le plus de problèmes, c'est le travail, surtout dans des périodes comme aujourd'hui, en ce moment, des crises sanitaires, des situations économiques, une crise économique, voilà. Il faut avoir l'esprit clair. Vous pouvez pas
Vous pouvez pas vous donner à fond si vous avez la moitié du cerveau encombré par des soucis familiaux, femmes ou enfants. C'est quand même, il faut avoir quand même beaucoup de chance et j'ai beaucoup de chance. Mais pour clore le sujet, quand j'ai divorcé à l'époque, on voit mon divorce sur le chiffre d'affaires. Et la courbe C'est pas vrai. baisse. Ah oui, on voit parce qu'on n'a plus la tête, on est absorbé par les problèmes. Après, ça remonte, évidemment. Mais ça se voit, je le vois, parce que vous n'avez plus la tête au travail. C'est normal. Alors, on va parler de l'ascension. Quand vous avez monté la Maison du 13e, donc, qui est le premier magasin, vous aviez une petite voix qui vous disait je vais en monter 2, 10, 20, 30 ou c'était non un truc Non. avec Alain Vincent, tranquille, un magasin, gagner sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis assez rapidement, pas assez rapidement maintenant avec le recul. Je trouve que on a mis trop de temps. Après quelques années, j'ai vu que ça marchait bien, tout ça. C'est là que j'ai dit, comme on était deux, on s'entendait bien. J'ai dit, on va en avoir un deuxième. On va chacun s'occuper d'un magasin, tout ça. Puis assez rapidement, j'ai eu l'opportunité d'un troisième. Puis après, un quatrième. Et c'est après qu'Alain, il m'a dit, non, Jean-Claude, on est heureux, ça se passe bien entre nous. Mais plutôt que de prendre du bon temps, toi, il n'y a que le travail qui compte. Non, moi, je veux d'une autre vie. Et son épouse qui travaillait dans la banque, c'était un petit peu la même chose. C'était difficile, quoi. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Alors, je vais faire un bref résumé, mais vous avez 1983, vous lancez Bactor, qui est, pour moi, d'après ce que j'ai compris, c'est les premiers points P ou la première plateforme du bâtiment au Brico Dépôt avant l'heure. Voilà, exactement. Vous étiez vraiment les oui, tout à fait, parce que c'était à l'époque, mais la coopérative, on avait décidé de prendre un nom commun, ça s'appelait Monsieur Bricolage. Et Monsieur Bricolage, quand j'ai repris cette entreprise, qui était une entreprise, ça devait être en 83. Je me souviens très bien parce que c'était après la gauche où ça appartenait à des. Oui, que les dates, vous en souvenez, hein, donc, voilà. ouais. Vous allez me faire. Et oui, parce que c'était une chaîne qui appartenait à des Anglais puis des Américains. Et eux, ils s'étaient installés en France et ils pensaient en 83 que ça allait faire comme dans la Russie de 17. Quand en Russie, en 1917, les communistes se sont associés aux socialistes, les communistes étant minoritaires, mais ils ont fini par évincer les socialistes et prendre le pouvoir. Et à l'étranger, les Anglais, les Américains, ils pensaient que en France, ça allait faire comme en Russie. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir rapidement de France et c'est en reprenant cette affaire et Monsieur Bricolage à l'époque m'avait dit non, il n'est pas question que tu mettes Monsieur Bricolage sur la façade parce que tu as déjà trop de magasins. Normalement, on veut pas plus que 4 magasins alors que j'en avais déjà 7. Ils m'ont dit non, tu peux faire ce que tu veux mais t'auras pas l'enseigne sur ce magasin. C'est là où j'ai été obligé de chercher un nouveau nom et un nouveau concept. Mais c'était donc le bricolage était la déco, la maison, etc. Vous avez décidé de faire du gros œuvre, c'est ça? Exactement, du second œuvre. D'accord. 1990, rachat de 7 magasins Pictoral. 1992, rachat de 10 magasins Bricorama, donc justement. Et l'enseigne. 1995, 16 magasins La Bricaillerie. 2001, encore 16 magasins Gamma en Belgique, puis le Benelux, l'Espagne, etc. Il y en aura plein. Je voudrais comprendre à un moment, quand vous montez un magasin, puis 2, puis 3, c'est quoi? C'est une collection? Non. Qu'est-ce qui vous a pris pour vous dire, quelle est la limite à un moment? La limite, c'est celle qui me sera imposée, c'est pas celle que je m'imposerai, quoi. Bon, là, j'ai voulu faire racheter l'enseigne Monsieur Bricolage. Donc, j'ai voulu racheter avant une grande enseigne qui s'appelait Hobby en France, Aki en Espagne, Aki au Portugal et Brico en Belgique. Donc, j'ai pas pu le faire. Quand j'ai voulu racheter Monsieur Bricolage, on m'a dit non. Et si vous voulez, c'est pas moi qui ai pas voulu. C'est les circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu, quoi.
Donc la volonté était là, simplement les circonstances ne l'ont pas permis. Peut-être qu'effectivement, j'ai pas pu faire le pas de trop qui fait que de passer d'une entreprise bien importante, on tombe dans une entreprise en difficulté, quoi. Oui, parce que quand on lit un peu cette progression, que je fais court, mais on voit que toutes les opportunités qu'on vous présente, il fallait que vous les preniez, vous les saisissiez, quoi, en fait. Oui. Ce qui peut pousser à l'erreur, d'ailleurs. Et c'est ce que j'explique. Ouais, J'ai eu de la chance qu'on m'empêche peut-être de faire des gros, parce que je vois bien, monsieur Bricolage, c'est après, ils n'ont pas voulu que je les rachète, mais on voit bien qu'ils ont passé un moment très très difficile après ces dernières années. Ça a été très très compliqué pour eux. J'ai eu la chance qu'ils ne le veuillent pas, quoi. Ensuite, après, il y a l'introduction en bourse. Expliquez-moi pourquoi. Ben oui, c'était pour reprendre l'entreprise. Il vous fallait des fonds, donc. Voilà, il fallait des fonds. Donc, pour reprendre une entreprise de plusieurs centaines de millions d'euros, il fallait rentrer en bourse, augmenter le capital pour avoir plus de dettes. Donc, et le minimum pour rentrer en bourse, c'était de mettre 10% de son capital. C'est ce que j'ai fait. Les banquiers m'ont demandé d'en rajouter, donc je suis monté jusqu'à 13% du capital. Et après, comme j'avais pas besoin de la bourse, parce que la bourse, c'est un très bon moyen pour lever des fonds, quoi. À l'époque, il n'y avait pas tous ces fonds comme actuellement qui vous permettent de lever de l'argent. C'était beaucoup plus encadré, quoi. Donc la bourse, il fallait... mais comme j'ai pas pu reprendre l'entreprise qui aurait nécessité de lever de la dette, donc je n'ai pas utilisé la bourse pour ce qu'elle est. D'accord. Avec du recul, finalement, ça a été plutôt facile ou plutôt difficile ? La seule chose que je dis, c'est que heureusement, je ne me suis jamais écarté du travail. Parce qu'il y a des périodes faciles, il y a des périodes qui sont plus difficiles. Quand vous vous éloignez du travail, vous ne voyez pas les choses difficiles arriver. Vous ne découvrez les choses qu'une fois qu'elles ont pris de l'importance, et quand elles ont pris trop d'importance, il est souvent trop tard. Par exemple, je sais très bien quand il y a eu le problème de la fermeture du dimanche, si à l'époque je m'étais éloigné du travail, je m'étais éloigné de l'entreprise, je suis sûr que ça serait mal passé, quoi. Alors avec le recul, je dis simplement, bon, peut-être ma volonté, le fait que je me sois jamais vraiment éloigné de l'entreprise, fait que les périodes difficiles ont été résolues sans trop de problèmes, quoi. Qu'est-ce que vous appelez éloigné du travail ou éloigné de l'entreprise ? C'est-à-dire avoir toujours le contrôle, oui. Dans le contrôle pas des parts sociales, d'être toujours de vérifier. Je rappelle que vous alliez tous les dimanches matins, c'est ça, dans un Bricorama pour vérifier. Samedi et dimanche. Et puis plus en semaine, naturellement. Je n'ai jamais lâché la connaissance du terrain pour aller au contact. Je crois que pour être un bon chef d'entreprise, il faut être dans le quotidien, dans le moyen terme et dans le long terme. Actuellement, on conseille je vois beaucoup de conseils pour les jeunes entrepreneurs. On leur dit de réfléchir à la stratégie, tout ça, de s'isoler, tout ça. Pour ma part, je trouve pas que c'est pas un trop bon conseil. Je dis d'accord, il faut réfléchir à la stratégie, mais c'est pas, il faut y consacrer un petit peu de ses pensées, mais le quotidien me semble plus important. C'est ce qui fait le handicap des autodidactes par rapport à ceux qui ont fait des études. Maintenant, j'ai l'occasion de rencontrer des managers qui ont fait des grandes études. On leur a appris beaucoup à penser loin, mais très peu à penser au quotidien. C'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas perdu le sens du terrain
peuvent sans doute rester un peu plus longtemps. Vous voulez dire que si vous aviez fait ce fameux jour-là où le curé, le directeur et les professeurs étaient venus voir votre papa et vous lui dit il faut que Jean-Claude continue les études, s'il avait dit oui, si vous aviez eu votre bac, si vous aviez fait... Non, j'aurais pas été entrepreneur. Chez moi, à l'époque, c'était le Graal, c'était de devenir instituteur, quoi. D'accord. L'horizon s'arrêtait là dans ma famille. On pensait pas à être médecin, notaire, entrepreneur, chef d'entreprise, tout ça. Non, c'était un univers auquel on n'y pensait pas. Oui, il y avait la radio, il n'y avait pas la télévision à l'époque. Il y avait la radio, on écoutait la radio, on lisait le journal. Mais vous savez, quand vous êtes très loin d'un univers, vous y pensez pas, quoi. Non, peut-être je serais devenu instituteur, voilà, sans doute. Vos frères et sœurs, ils ont fait quoi, juste pour ça? Un apprenti pâtissier, l'autre apprenti couturière, la troisième femme de ménage et le quatrième aussi. Donc vous avez été... Bonne à tout faire, on dit pas. Voilà. À l'époque, on disait bonne à tout faire. Vous avez été le vilain petit canard. Vilain, peut-être pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de... On s'est compris. J'ai eu plus de chance qu'eux, quoi. D'accord. Quelle était la journée type de Jean-Claude Bourrelier dans la semaine, à l'époque, hein? À l'époque, c'était beaucoup de quotidien, passer les commandes, veiller à la mise en rayon, mais le facing, tout ça, les promotions, la publicité, le quotidien, puis un petit peu de long terme pour aller chercher des emplacements, négocier le rachat de concurrents, s'occuper beaucoup des collaborateurs, être présent auprès des collaborateurs, alors on appelait ça le paternalisme. C'est pas tellement du paternalisme, c'est simplement quand on est face à un collaborateur, c'est le regarder le droit dans les yeux et de lui dire ce qu'on pense, quoi. Dire que ce que l'on pense est toujours juste et non, mais au moins la personne a quelqu'un en face d'elle et ne va pas chercher. On complique pas les choses, quoi. Essayer de rester en relation directe, d'avoir un management pas alambiqué, quoi. Maintenant, ça s'appelle un management. À l'époque, ça s'appelait peut-être pas un management. Vous dites à un moment dans le livre, l'éloignement du patron affaiblit l'entreprise, c'est ce qu'on vient de dire, et démotive les équipes, que ce soit pour un montage financier, c'est ce que vous venez de dire, ou même nettoyer, tout me semblait digne. Donc, quand vous alliez par exemple voir un magasin, s'il fallait aider pour mettre en rayon ou réparer quelque chose, vous le faisiez. Patron ou pas patron. Moi, je n'imagine pas de passer à côté d'un papier et pas me baisser, appeler quelqu'un pour le ramasser. Il est évident que je ramasse le papier, je le mets à la poubelle. S'il y a un client qui cherche un vendeur, naturellement que j'appelle pas un vendeur. Si possible, je renseigne le client. Toutes les tâches à l'intérieur d'une entreprise sont dignes. Et parce que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que toutes les tâches qui existent, ont besoin de quelqu'un pour les réaliser. Donc, toutes les tâches méritent, naturellement, dans une entreprise, on ne peut pas tout faire. Simplement, on peut donner l'exemple. Essayer d'être exemplaire, c'est déjà un bon enseignement. Mais quand, cycliquement, vous alliez tous les jours ou toutes les semaines voir un magasin, ça prenait combien de temps un cycle? Vous avez combien de magasins? Vous en avez combien? À la fin... 187, je crois, il me semble. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que ça restait exemplaire quand je faisais la tournée avec les directeurs régionaux ou avec les directeurs de pays. Mais après, c'est l'exemplarité, c'est par capillarité que ça se passe. J'allais beaucoup le dimanche matin, j'allais pas en province puisque les magasins étaient fermés. C'était des magasins de la région parisienne. Mais ça se savait.
les collègues disaient, se racontaient, ouais, j'ai vu le patron, ta. J'essayais toujours d'être agréable le dimanche matin. Et si j'avais des remarques à faire, j'essayais toujours de les faire gentiment. Jamais brutalement, parce que je trouvais qu'ils faisaient l'effort de venir travailler le dimanche matin, et c'est toujours quelque chose qui est plus difficile qu'en semaine. Donc j'ai toujours été soucieux d'être plutôt bienveillant. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir, et si j'avais des choses à dire, de le dire. Donc c'était soit bravo, mais il y avait le mais derrière. Quoi. Oui, voilà. C'est ça. D'accord. Oui, je comprends. Voilà. Alors, parlons d'exemplarité justement et de management. Voilà, j'ai lu pas de tutoiement, pas de familiarité, mais de la proximité. Voilà. C'est encore autre chose. C'est pourquoi ? Du respect. Du respect de la personne. Des fois, le tutoiement n'était pas en France, n'est pas une chose forcément bien comprise. Ça peut être du tutoiement peut devenir une certaine familiarité qui crée plus de problèmes qu'il en résout. Donc je pense que quand on respecte les personnes, on peut dire vous à un salarié, on peut dire vous à quelqu'un à n'importe qui, je vois pas pourquoi. Alors maintenant, il m'arrive effectivement avec des petits jeunes qui rentrent de leur dire tu. Alors eux, c'est plus facile parce que ils le prennent comme bienveillant à leur égard. Si je les tutoie, je vois qu'ils sont contents parce que ça crée une certaine familiarité avec eux. Mais il faut dire aussi que mes conditions d'activité ont changé, quoi. J'ai quelques jeunes là dans le bureau, je les tutoie, ils sont contents et eux, ils me vous voient naturellement. Et Madame Haddad, qui a préfacé votre livre, vous voyez, ça fait 30 ans qu'elle bosse avec vous. Oui. Vous disiez également, quand vous croisiez un salarié mal rasé ou un peu négligé, soyez respectable si vous voulez être respecté. Oui, ça c'est parler. Bon, après c'est une mode. Moi je suis un peu mal rasé, mais mais quand même c'est maîtrisé. Puis là de ce côté-là, je serais peut-être un peu, on peut dire vieille France ou un peu. Je dis que si tous ceux qui donnent les donneurs de leçons doivent avoir, et pour se faire respecter, doivent avoir une certaine tenue. Alors je sais que la tenue vestimentaire n'est pas... Et on peut avoir une tenue vestimentaire si on n'a pas la tenue intellectuelle qui convient, ça ne sert à rien. Mais si on a... ça peut aider pour le respect. Vous mettiez la chemise jaune tout le temps ? Non, j'ai mis la chemise jaune quand pour la télévision, pour mon combat de l'ouverture du dimanche, je sais que j'avais des conseillers qui m'avaient déconseillé en disant mais vous voyez pas, vous mettez la chemise jaune, ça fait des magots. C'est comme les employés, vous êtes comme un employé, vous n'êtes pas un employé, vous êtes un patron. Je dis oui, mais je veux être un patron près des employés parce que cette ouverture du dimanche me coûte cher à moi, mais elle leur coûte cher aussi à eux. Je vois pas pourquoi je ne serais pas le premier des salariés, quoi. C'est pour ça que j'ai mis la chemise jaune. Là, maintenant, il n'y a plus de raison que je mette la chemise jaune. J'ai une clause ayant vendu Bricorama, j'ai vendu le jaune avec, et sauf qu'avec Mavic, là, on a retrouvé du jaune, mais le jaune ne fait plus partie de mes attributs. Quand on parle d'exemplarité et quand on parle de respect, les temps ont bien changé quand même. Moi, je le vois au bureau aujourd'hui, ça travaille beaucoup, mais ça textote beaucoup aussi. Hein. Quand vous voyez, par exemple, vous passez dans un rayon, que vous avez, je sais pas moi, 2 personnes qui regardent et un salarié qui textote, ça vous énerve ? Dans les magasins, c'était pas le gros problème, c'était pas celui-là. C'était plutôt 3 salariés en train de discuter alors qu'un client cherchait un renseignement. C'était ça le problème, quoi. Donc il fallait dire les gars, vous êtes sympas, on reste pas à discuter, on s'occupe du client. Toujours, parce que quand vous me parlez, là, je vais faire une photo. Toujours, vous avez un peu ces yeux rieurs, un peu. Vous disiez toujours de la même façon, toujours. Alors, jamais crié. Jamais. J'ai une réputation terrible, une réputation d'être très dur. Mais pourquoi je ne fatigue jamais ? Parce que je suis toujours de bonne humeur.
Je suis toujours Parce que heureux. vous aimez travailler. Heureux. Parce que vous aimez. Heureux. Ouais. Est-ce que c'est Je un prends une mot photo, c'est un mot on devrait avoir honte de dire ça. C'est vrai que je sais pas toujours, ça passe pas toujours sur les photos. Hein. Le bonheur ne passe pas toujours sur les photos. Je suis pas très, en règle générale, je suis plus fermé, couvert sur les photos. Mais bon, en règle générale, vous pouvez discuter avec le collaborateur. J'ai l'impression d'être plutôt plus, mais bon, exigeant quand même. Exigeant. Si effectivement j'ai des collaborateurs, celui qui vient travailler le samedi avec moi, il y a plus de 30 ans qu'il travaille avec moi, si vous parlez avec lui, il va vous dire que je suis vraiment exigeant. Mais juste. Ça, c'est lui qui le dira, pas moi. Alors, je voudrais qu'on parle des startups aujourd'hui. Comment vous voyez un peu ces startups qui aujourd'hui lèvent de l'argent et qui sont plus préoccupés par lever de l'argent que d'en gagner, en fait? Mais non, c'est la même chose. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner beaucoup d'argent en le levant. Ils sont tous, enfin, il y a de quoi être affolant quand vous voyez Les millions. Jeff Bezos avec Amazon et tout. Quand vous voyez ça, il y a de quoi. Plus vous levez d'argent. Quand vous voyez Jeff Bezos avec Amazon, il y a de quoi être abasourdi, quoi. Plus vous perdez d'argent, plus et Tesla, c'est la même chose. C'est quand même des univers qui Ce sont des paris, en fait. Ce sont Ouais. des paris. Et c'est des paris et il faut être suffisamment fort pour faire des gens qui croient, pour aller chercher des gens qui croient dans votre pari et qui acceptent de vous donner les moyens pour réussir votre pari. On est dans une logique d'entreprise totalement différente où là, il ne s'agit pas de gagner de l'argent pour avoir des bilans, pour qu'on vous prête sur les bilans. On ne vous prête pas de l'argent sur ce que vous avez fait, on vous prête de l'argent sur ce que on pense que vous êtes capable de faire. Alors, les qualités pour réussir ne sont pas les mêmes. Là, il vous faut des capacités j'allais dire, de vendre des projets qui sont supérieurs à ceux pour les réaliser. Mais une fois que vous avez fait les premiers tours, il faut être capable de reproduire ce schéma. Les gens, et c'est quand même le moyen de gagner sa vie et de devenir riche, sans doute moins dur que de procéder par croissance, par accumulation du capital. Alors, je suis tout à fait d'accord, si ce n'est que quand vous avez monté la maison du 13e, finalement, vous avez levé de l'argent. Vous avez levé de l'argent avec le crédit fournisseur. Oui. C'est une façon, parce que si vous avez prêté de l'argent sur ce que vous aviez fait, vous n'aurez rien eu. Non. Vous n'aurez pas pu vous lancer. Non, mais bon, le retour venait assez vite. Hein. Oui. Si au bout de 90 jours, vous n'aviez pas payé vos fournisseurs, vous n'aviez pas droit à une deuxième livraison. Ah mais moi Vous n'aviez pas droit à une deuxième livraison, et si vous voulez avoir une troisième livraison, il fallait payer la deuxième. Et là, c'était pas un pari à 4 ou 5 ans, c'était un pari à 90 jours. Alors moi je vais vous dire, parce que à titre personnel, si je peux me permettre de partager quelque chose avec vous, je vais partager le travail. Je suis un gros travailleur, parce que j'aime ça. C'est ma première passion. Vraiment, c'est ma première passion. Le frein que j'ai, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir la trésorerie. Les périodes aujourd'hui incertaines me fatiguent, m'épuisent, parce que je dois avoir peut-être un côté pessimiste ou réaliste, mais en voyant peut-être un peu le verre à moitié plein. Vous étiez anxieux. Oui. Beaucoup de nuits blanches. Ouais, beaucoup de nuits blanches. Beaucoup de nuits blanches. Là, par exemple, les procès que m'ont fait les actionnaires minoritaires, j'en ai passé des nuits blanches. Et des nuits blanches, ils se sont attaqués à ma femme, à mes enfants, ils m'ont fait des procès. J'ai été au pénal plusieurs fois, à la brigade financière, tout ça. Donc, à chaque fois, non, beaucoup de nuits blanches, mais ces nuits blanches, peut-être, sans doute grâce à mon épouse, qui effectivement, c'est un souci, mais
après, avait pas de soucis avec les enfants, tout ça, pas de fait que malgré tout comme vous disiez, l'agnac reprenait le dessus. Et sans doute que l'agnac m'a fait résister et refuser à leur chantage, à leur harcèlement, tout ça. J'ai dit, c'est l'agnac qui dit, au-delà des soucis, l'agnac vous fait sans doute... Et puis demain il fera jour. Exactement. Demain il fera jour, oui, bien sûr. Exactement. Je pense que c'est ça. Puis sans doute arrive à un certain moment, à une certaine étape, vous vous dites... de toute façon, je peux tout perdre, mais bon, ce qui m'est arrivé, c'est quand même merveilleux. Il en restera toujours quelque chose. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive encore à prendre un petit peu de distance par rapport aux soucis quotidiens. Ah ouais. Et moi, j'ai une amie qui dit un truc très simple, et c'est presque simpliste. Elle dit quelque chose que je trouve vrai. Elle dit, de temps en temps, tu crois que tu vas mourir, mais en fait, tu meurs pas. Voilà. Et la vie continue, quoi. Voilà. Et, voilà. Et après, bon, c'est qu'il y a que le temps. Hein, voilà. Juste une chose, au niveau du management, justement, on parlait des startups. Comment vous voyez alors, vous savez que depuis quelque temps, les PDG n'existent plus. C'est que des CIO maintenant. Maintenant, c'est CIO en France, les startups, c'est les anglicismes, etc. Il y a en anglais le work from anywhere, c'est-à-dire qu'on peut travailler d'où on veut, pas de réunion, pas de manager, des vacances illimitées, etc. Comment vous voyez ça ? Je vois là, il y a du télétravail là. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je dis tiens, Julia, elle est pas là. Elle m'a dit non, elle est en télétravail. Donc on s'adapte. Alors là, la période est particulière aussi. Oui, mais elle est particulière, mais peut-être elle va durer. Peut-être elle va durer, et sans doute elle va durer. Parce que déjà, quand on commence à faire du recrutement, il y a déjà des gens qui vous demandent est-ce que le mercredi, je peux faire du télétravail, quoi. Donc, on peut pas aller contre, en tant que commerçant, comme je dis toujours, à la différence du politique, le politique peut avoir une certaine influence sur la société. Le commerçant, il n'a qu'un seul rôle, c'est servir la société. Donc, naturellement, il faut s'adapter. C'est vouloir imposer alors que l'évolution de la société est dans un autre sens, c'est se condamner, quoi. Il faut on va dire, surfer sur la vague. C'est peut-être un peu fort, mais il faut quand même accepter que le monde change et changer avec le monde. Vous pensez que vos méthodes aujourd'hui, elles marcheraient encore ? Les fondamentaux, oui. Je pense que les fondamentaux, oui. Et bien faire son travail, honnêtement, vouloir respecter ses engagements, tenir ce qu'on a promis. Les principes fondamentaux restent toujours. L'honnêteté vis-à-vis des collaborateurs, essayer d'être exemplaire, tout ça, ça me semble des principes de management simples, mais difficiles à respecter. Sachant que même dans le civil, même pas dans l'entreprise, aujourd'hui, ce qui est quand même difficile à respecter, c'est ne serait-ce que le respect. Oui. Le respect tout court, le respect vis-à-vis de la police, le respect vis-à-vis des profs, c'est difficile. Aujourd'hui, les temps ont changé. Oui, c'est difficile. Et donc, le vis-à-vis du patron, évidemment, voilà. Voilà, donc il faut faire ce qu'il faut pour essayer de conserver le respect qui nous est dû. Je voudrais qu'on parle de l'argent. Et vous dites... Jamais, d'ailleurs, je n'ai affiché de signe extérieur de richesse. Je ne veux pas trop m'éloigner de mon milieu d'origine. Il faut toujours avoir en mémoire que l'argent gagné ne doit pas être gaspillé, mais économisé pour être réinvesti profitablement. Si je n'avais pas dit la fin de la phrase, on aurait pu se dire « il est avare », mais vous rajoutez « mais économisé pour être réinvesti profitablement ». Quand vous voyez le classement de Challenge, vous êtes dans les 500 fortunes françaises. Qu'est-ce que vous ressentez ? Une revanche, une récompense ? Non. Si vous me parlez aujourd'hui que vos valeurs ont été le travail... Mais vous oubliez une chose peut-être, c'est que fondamentalement, c'est pas ce que je trouve le plus beau des métiers. Il y a des métiers encore plus beaux que chef d'entreprise. Donc, il y a encore des métiers plus beaux. Donc, il y a des métiers plus beaux où l'argent n'est pas la valeur.
C'est pour ça que je reste serein par rapport à ça. L'argent, c'est une chose, mais bon, il y a des métiers où il n'y a pas d'argent qui sont encore plus nobles. Donc il faut laisser ça. Pour moi, c'est pas fondamental. Oui, mais par contre, vous dites, dans vos habitudes, dans vos habitudes de consommation, vous avez largement les moyens d'avoir une Maserati que vous n'avez jamais achetée, enfin, sauf erreur, vous l'avez jamais achetée. Voyager en classe affaires, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'imagine pas aller en première classe alors que mes collaborateurs qui m'accompagnent aillent en deuxième. Et puis la valeur de l'argent. Si c'est pour si c'est utile, vous pensez bien que si c'est un investissement, ça n'a pas d'importance. Si c'est une dépense inutile, ça ne l'est pas. Vous voyez, là, le mobilier ici, c'est du mobilier de mon ancienne salle à manger, tout ça. Donc, tout ça, j'ai pas de grosse voiture, j'ai pas d'avion, j'ai pas de bateau, pas de ceci, pas de cela. Mais la Maserati, pourquoi personne l'aurait... Pas de Maserati, mais vous vous rendez compte, aller voir dans un magasin, boire une caissière qui me demande de l'augmentation et que je lui refuse, alors que j'ai une voiture qui va coûter des milliers d'euros par mois, non, j'aurais été plus... Et en définitive... Le meilleur d'une voiture n'est pas encore celle qu'on a dans la tête, que l'envie. C'est pas l'envie qui est encore la plus belle des choses. Quand on n'a plus d'envie, on devient triste. Alors pour garder cette envie, gardons cette envie. Vous le dites très joliment bien, mais c'est de la frustration quand même à un moment. Non, je ne suis pas frustré. Au contraire, je ne suis pas frustré. C'est-à-dire avoir les moyens d'acheter, mais de ne pas le désirer. Quoi. Voilà. Donc, non, c'est l'essentiel, c'est d'avoir les moyens de le faire. Voilà. Et surtout, le grand plaisir, c'est de ne pas avoir cette frustration, comme vous dites. C'est ça le vrai plaisir. C'est de ne pas avoir de frustration. C'est de dire, effectivement, c'est un choix volontaire. Si j'ai envie de m'acheter une Maserati, je peux m'acheter une Maserati. Mais si je ne le fais pas, je ne suis pas frustré puisque c'est un choix. Avoir son choix, être son propre maître de ses choix. Voilà quelque chose qui est très très important pour un chef d'entreprise. Mais cette façon de dire à un moment, et elle est hyper noble, de dire, moi, si je m'achète une Ferrari ou une Maserati et que en face de moi, j'ai mon assistante à laquelle je vais demander, je vais refuser par contre une augmentation, il y a un décalage, ça n'ira pas. Mais quelque part, le fait de se sacrifier voilà, c'est une forme de communisme. Mais non, c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Mais ce sont vos années socialistes. Non, je suis bien dans mes baskets. Ouais. Je suis bien dans mes. Je me sens en équilibre. Je me sens respectueux de valeurs que j'honore. Donc voilà, je suis bien. En faisant cela, je suis bien. Je suis bien. J'ai pas de frustration. Si j'ai des envies, à la limite, les seules envies que j'ai, c'est de reprendre une belle entreprise. Voilà. Avec les garçons, on repris l'entreprise Mavic, là, qui est une entreprise vélo. Voilà, donc plusieurs fois centenaire. Là, c'est leur gros challenge. Ils ont des gros challenges. Et moi, je veux encore en avoir d'autres parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie. Tant qu'on a des envies, voilà, c'est ça qui rend heureux, quoi. Alors, on va parler de la vente et de la cession. Au moment où j'ai lu le livre, vous n'aviez pas encore vendu, c'était en 2016. Vous ne vouliez pas vendre déjà. Non. Voilà. Après, manifestement, en 2018, vous avez vendu. Mais juste avant ça, je voudrais juste comprendre quelque chose. Vous avez nommé Eric Hagman, je sais ça, oui. en tant que dirigeant, enfin DG, directeur général. J'ai laissé mon bureau. Voilà, et pas vos enfants. Et vous dites, mon père ne m'a légué aucun bien, mais il m'a transmis les valeurs de travail, d'honnêteté et de rigueur.
aussi des valeurs qui me sont chères, le goût du travail, de l'effort, du mérite et de la justice. Est-ce que l'héritage n'est pas automatique? Pourquoi vous n'avez pas laissé l'entreprise à vos enfants? Je ne parle pas des parts sociales, on parle de la direction. Parce que les parts, ils les ont de toute façon. Bon, j'avais un directeur général à l'époque. Bien. Et je voulais faire un LBO avec eux. Je voulais que l'entreprise soit, si je vendais pas, l'entreprise soit reprise par la pérennité de l'entreprise soit assurée par les salariés. Il y a eu la crise financière qui a remis ces choses en cause. Et là, le directeur Eric Hagman m'a quitté. Donc, ça m'a fait revoir les choses différemment, quoi. Donc, et je pensais que bon, je sais que ça a rendu triste un de mes garçons. J'ai un garçon qui était très triste. L'autre, moins, parce qu'il avait monté sa propre entreprise de vélo à assistance électrique. Donc, ça marchait très bien pour lui. Il était très, très content dans son entreprise. C'était où on était capable de grandir ou alors il valait mieux vendre. Donc, faire un choix. Mais juste avant de vendre, le fait, vous me dites, un de mes enfants a été triste. Parce qu'il travaillait dans l'entreprise. D'accord. Il travaillait dans l'entreprise. Après le départ d'Eric Hagman, il est venu travailler dans l'entreprise. Il avait commencé par occuper le poste le plus important dans l'entreprise, le recrutement. Il a commencé pour s'occuper du recrutement. Oui, vous avez 4600 personnes d'ailleurs. Voilà, s'occuper du recrutement. Après, il n'était pas tout seul, mais il était quand même le principal décideur. Ah, oui. Après, il s'est occupé de la communication, la publicité, après les achats. Donc, c'était un excellent manager, un très très bon manager avec une communication avec ses collaborateurs et collaboratrices très très bonne, excellent. Mais pour revenir à ces valeurs que vous avez qui sont des valeurs que je partage vraiment. Terre à terre, on va dire terre à terre. Et oui, qui sont logiques, qui sont des valeurs quoi, dans lesquelles j'ai été éduqué. Prenons l'exemple, vous n'auriez pas cédé Bricorama ou le groupe, vous auriez senti que l'un de vos enfants qui était dans l'entreprise n'était pas le meilleur pour le groupe, vous n'auriez pas fait de cadeau parce que c'est votre fils. Vous l'auriez, c'est difficile comme choix. J'ai préféré faire le choix avant, sans doute. D'accord. Comme ça, je préfère leur donner la possibilité, les moyens de faire autre chose. Et là, avec la reprise de Mavic, je préfère cela. C'est une entreprise qu'ils ont reprise au tribunal. Ils peuvent qui a une très belle la vélo, l'entreprise de vélo. Oui. Voilà, donc et là, je préfère qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils ont choisi plutôt que dans le domaine que le père a. Ouais, parce que moi, il y en a un, il m'a dit quand moi je préfère travailler dans le milieu il faisait de la compétition de vélo, donc je préfère travailler dans le milieu du vélo. Ben bravo. Voilà ce qui rend heureux. Alors aujourd'hui, donc 74 ans, encore une fois, votre bureau est plein. Et quand j'ai eu Madame Haddad au téléphone pour fixer le rendez-vous, je lui ai dit, il est à la retraite, monsieur? Mais il faut surtout pas lui dire. Non. Voilà. Surtout alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je regarde D'abord, vous avez encore des entreprises dans le... Oui, il y a encore des entreprises. Je m'occupe beaucoup dans les énergies renouvelables. Par exemple, vendredi, j'étais toute la journée en tournée sur les projets de parcs éoliens, donc les énergies renouvelables. L'éolien. Donc vous avez des parcs à vous? Oui. L'éolien, l'hydraulique, des centrales hydrauliques, le solaire, enfin on a été aussi dans le pellet, tout ça, donc dans les énergies renouvelables. Le pellet, c'est le bois, les copeaux de bois, oui. Les granulés de bois. Granulés de bois, tout ça. Beaucoup d'activités diverses. Et puis, là, on a pris des investissements. Là, on va peut-être se redéployer dans l'hôtellerie, dans d'autres domaines d'activité. Et puis, les garçons, eux, s'occupent à fond de Mavic. Mais vous faites les mêmes horaires qu'avant? Non, moins. Plus cool? Moins. Moi, le matin, je suis pas le premier arrivé.
Je suis pas le dernier, mais je suis pas loin d'être le Plus cool dernier le qu'avant. matin. Mais le soir, je suis le dernier à partir, ça c'est sûr. Quand, je sais pas, vous partez en vacances, vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas ou une ville, et vous voyez quelque chose qui vous intéresse parce que ça peut devenir un business, ça tilte dans votre tête? Oui, forcément, Ouais. forcément, ça fait tourner le cerveau, ça permet de rester, ça permet de rester. Pour être heureux, faut mieux penser à autre chose qu'à soi-même. Donc tout ce qui vous permet de penser à autre chose qu'à soi-même vous rend heureux, vous rend plus heureux, quoi. Dans votre vie, vous avez eu des moments, alors on va attaquer les questions perso, mais vous avez eu des moments un peu, pas dépressifs parce que c'est trop gros, déprimés? Non, Non, c'est pas mon tempérament. c'est pas votre tempérament. Ne pas dormir la nuit, oui. Avoir des soucis, oui. Être contrarié, oui. Mais la déprime, jamais pris obligé de prendre des médicaments Pour pour dormir. surmonter. Si pour dormir, si, mais pas des trucs lourds. Pour dormir, si, mais pas des médicaments pour surmonter des difficultés. Pour dormir, oui, parce que au bout de quelques nuits blanches, des fois, c'est bien de bien dormir, mais pas pour surmonter des difficultés. Allez, on va attaquer les questions perso. Je vais terminer par une dernière citation de votre livre. Je suis un vrai autodidacte. J'ai tracé ma voie seul, par moi-même, sans maître. Mon parcours, ma réussite, je le dois à plusieurs choses. La lecture, le travail, l'opiniâtreté et la santé. Oui. Ouais. Je dis toujours, tout à l'heure on le disait, un chef d'entreprise pour réussir, il faut la première des choses, c'est la santé. Ah oui. La deuxième des choses est bien accompagné. Après, le reste suivra si on a de la chance. Pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai été sollicité suite à mes passages à la télévision sur l'ouverture du dimanche. J'ai eu un représentant de chez Lafon qui m'a téléphoné en disant « Ah oui, mais je vous ai entendu, il faut écrire un livre, il faut écrire un livre. » J'ai dit « Bon, on va essayer. » Alors il m'a envoyé une personne qui m'a aidé quand même un peu comme vous le faites actuellement. Vous voyez, comme vous le faites actuellement pour vous Structuré. Structuré et puis vous obliger vous voyez, comme vous disiez. Merci, vous je suis voyez que flatté. je vous Vous me posez- rappelle. ouais, ouais. Vous voyez que je vous rappelle parce que vous me questionnez sur des choses qui m'obligent à me rappeler du passé. Au quotidien, au quotidien, c'est pas ma nature, quoi. Donc c'est lui qui m'a dit allez, il faut vous y mettre et tout. Et puis je m'y suis mis et j'ai découvert que et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Mais franchement, c'est pas parce que vous êtes en face de moi et que je vous le dis. J'ai vraiment passé un bon moment dans ce livre. J'en ai lu plein de chefs d'entreprise, mais j'ai passé un bon moment parce que je l'ai vécu, puis ça m'a rappelé plein de choses, plein de valeurs, plein de gens. Parce que moi, quand j'écoute mes parents parler de l'ancien temps, ils sont plus âgés que vous, hein, et je vois des choses qui m'ont fait tilt, ouais. Normalement, le grand mérite d'un écrivain fait qu'il vous parle. Il vous parle à vous. Quand vous le lisez, vous le voyez. Oui. Vous voyez ce qu'il vous décrit. Il vous entraîne. Absolument. Si c'est un livre de voyage, il vous entraîne. Tout ça. C'est pour ça que je vous dis que je reste modeste par rapport au métier de chef d'entreprise ou de patron. C'est parce que par rapport au métier d'écrivain, qui est quand même beaucoup plus, il le doit qu'à lui-même. Alors que n'oublions pas que le chef d'entreprise est quand même quelqu'un qui s'appuie sur le travail des autres, alors que l'écrivain, c'est sur ses seuls mérites qu'il bâtit sa reconnaissance. Encore que là, on parle d'une biographie, donc c'est pas une fiction. Non, Voilà. non, mais c'est pas. Et c'est ce que je dis. Mais pourquoi je trouve que le travail d'écrivain est toujours le plus grand homme qui existe pour moi, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, parce qu'il a été un immense écrivain, un poète et surtout un homme social aussi. Ouais. Un homme social qui a pris sa part dans la société. Il a pris des positions, tout ça.
pour moi, c'est le plus grand homme qui soit. Et il n'a pas fait mourir, au contraire, il a d'élever l'homme, quoi. Il n'a pas bâti sa gloire sur le massacre ou sur des combats, sur la peine sur la peine des hommes, quoi. C'est pour ça que je suis un peu modeste. Je pense à mon père qui a toujours été un ouvrier, qui a œuvré, et bon, donc par rapport à tout ça, restons humbles. Il ne faut pas vouloir appartenir à un monde dont les valeurs vous sont étrangères, sinon vous vous trompez de chemin. Ouais. Est-ce que vous êtes un grand patron ? Non. Enfin, le grand patron, vous savez, comme on dit, les grands patrons. Hein, oui, les grands patrons, non. J'ai toujours été un peu mal à l'aise avec les patrons. Toujours un peu mal à l'aise. Naturellement, j'appartiens au syndicat, tout ça, mais j'ai toujours été un peu mal à l'aise pour une raison parce que je trouve toujours les patrons faillissent toujours un peu à leurs obligations. On dit toujours que la première, et c'est vrai, la partie la plus importante d'une entreprise, sinon c'est pas une entreprise, c'est les hommes. Ah oui. Et souvent, je trouve qu'on leur manque un petit peu de respect. Je pense qu'on n'a pas suffisamment défendu nos ouvriers, si bien que on s'est pas assez battu pour nos ouvriers. Sinon, nous aurions refusé depuis longtemps d'alourdir le travail au profit d'autres. Je m'explique. Je trouve que nous avons accepté d'avoir des prélèvements sociaux qui pèsent sur le travail de nos collaborateurs au profit d'autres, alors que ça nous grandit pas. Nous aurions dû nous opposer à tout ça. Une des dernières, par exemple, vous allez dire c'est mesquin, mais quand j'ai vu que la médecine du travail, on avait dit bon maintenant c'est plus la peine de faire une visite tous les ans, c'est une visite tous les 2 ans. Ça n'a pas baissé. Mais ça n'a pas baissé. Donc ça veut dire non, c'est pas mesquin du tout. Hein, ça veut dire qu'on prend une partie de la valeur créée par nos collaborateurs au profit d'une autre corporation. Surtout sur une visite à 200 et quelques euros quand même. Hein. Donc, et ça, c'est pour de nombreuses choses. Par exemple, sur les mutuelles. Moi, je me battais sur les montants des mutuelles. Normalement, en tant que patron, moi, je me battais sur le remboursement des mutuelles. Pourquoi ? Les mutuelles veulent faire des remboursements extravagants, mais ça fait augmenter le prix des mutuelles. Donc, à l'arrivée, c'est le collaborateur qui en paye une partie. Donc, je trouve qu'on n'a pas tout. Le grand patron, c'est celui qui se battrait pour ses ouvriers avant de se battre pour autre chose. Vous avez des hobbies ? J'avais. Et malheureusement, maintenant, ça devient plus difficile. Une fois que mes capacités sont utilisées à 100% pour le travail, le reste, je lis toujours beaucoup. Oui. Je lis toujours beaucoup. Hobby, qu'est-ce que vous entendez par hobby ? Je sais pas, de la musique. Bon, le jardinage, c'est autre chose, parce que le jardinage, c'est un peu un moment quand on a une maison avec un jardin, même si on peut pas le laisser de toute façon. Donc il faut voilà. En ce moment, bon. Non, mais vous auriez pu faire de l'aviation. Non. En ce moment, c'est mes abeilles. D'accord. Mes abeilles. Vous faites du miel ? Ouais. Je fais du miel, je suis très fier, parce que... C'est dommage, j'aurais aimé le goûter. Hein, mais vous allez en avoir, ne vous inquiétez pas. Je suis très fier, pourquoi ? Parce que je suis allergique aux piqûres d'abeilles, donc ça gonfle énormément. Je suis allergique au miel, et ah bon ? Oui, et j'ai surmonté mes craintes et ma peur, et franchement, c'est quand même quelque chose. Et donc, vous ne l'avez jamais goûté, le miel ? Si, j'ai un peu goûté comme ça. Et je sais qu'il est très bon. On a eu la médaille d'or, donc je sais qu'il est très bon. Donc là, on parle d'un domaine à la maison. Oui, à la maison. C'est-à-dire que même à la maison, vous avez une médaille d'or. J'ai dit c'était mon épouse, quand même. D'accord. C'est mon épouse. Je lui ai attribué la médaille d'or à madame. Sur la photo, c'est elle qui est sur la photo, c'est pas moi. Et vous le vendez ? Non. D'accord. Non. Votre plus grande fierté ? D'avoir fait des choix. Alors, j'ai pas tout réussi. Franchement, j'ai eu des échecs.
j'ai eu des échecs. J'avais repris une entreprise avec une usine de cadres. Malheureusement, j'ai pas réussi à la redresser. J'ai eu des échecs. Ma plus grande fierté, peut-être Durer, d'avoir commencé en 75, donc ça fait 45 ans. Là, il y a 3 mois, j'ai fêté mes 60 ans de travail, d'être toujours en bonne santé, tout ça. Je ne vous ai pas posé la question, vous parlez de durée, j'aurais pu vous la poser. Quand vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'Amazon, quand vous voyez Amazon aujourd'hui, je vais reformuler, je veux acheter une perceuse Black & Decker par exemple, j'ai plusieurs possibilités. Je peux aller chez Bricorama ou chez Leroy Merlin, etc. Je peux aussi aller sur Amazon, je l'aurai peut-être demain matin, peut-être moins cher ou plus cher, etc. Je peux aller chez Mano Mano également. Comment vous voyez l'e-commerce et en particulier par exemple Mano Mano aujourd'hui, si vous étiez Jean-Claude de 25 ans, vous auriez pu monter un Mano Mano ? Oui, peut-être. Si je devais créer une entreprise maintenant, il est obligé et forcément j'aurais. Vous les admirez ? Non, c'est pas que j'admire, mais, pour quelqu'un qui veut monter son entreprise actuellement, il est absolument anormal de ne pas regarder et d'envisager l'e-commerce. C'est forcément, il doit, selon ce qu'il veut faire, il doit réfléchir à l'importance de l'e-commerce. Il va de soi qu'actuellement, ça serait une erreur fondamentale de pas envisager. Mais tout ne peut pas passer par l'e-commerce. Il faut simplement faire des bons choix. Et puis avoir les capacités de faire, parce que Mano Mano, c'est une entreprise qui lève des centaines de millions d'euros, quoi. Actuellement, comme vous dites, c'est une start-up qui vit grâce aux promesses qu'ils font, mais et en ayant tenu une partie des engagements. Le commerce physique, ça va devenir de plus en plus compliqué. Quand vous allez à New York, par exemple, que vous avez des tonnes de magasins qui sont à louer, avec des loyers. Alors moi, je suis Marseillais. Marseillais, les loyers sont quand même moins importants. Mais quand vous avez surtout dans vos surfaces, des 1000, 2000 mètres carrés avec des dizaines de milliers d'euros par mois, ça va être compliqué. Et c'est peut-être sans doute à un moment, sans doute, c'est une des raisons qui m'ont fait quitter en disant, parce que pour un commerçant, pour faire son métier, c'est quoi ? Anticiper. Non. Pour un commerçant. Un commerçant, pardon. Oui. C'est l'emplacement. Voilà, exactement. D'accord. Et pour faire de l'e-commerce, c'est un gros handicap. Ouais. Parce que un bon emplacement, forcément, coûte plus cher. Et deuxièmement, si vous avez un bon emplacement et que vous n'avez pas l'environnement qui convient, ça sert à rien. Donc il vous faut il faut faire des investissements judicieux. Et si vous êtes dans le luxe, il faut faire des investissements luxueux. Si vous êtes, moi j'étais dans l'utilitaire, donc il faut faire des investissements utiles quoi. Et si vous avez l'emplacement et que vous avez fait les bons investissements, il vous faut la troisième chose qui est d'importance pour réussir. C'est les collaborateurs. Et des bons collaborateurs. Si vous voulez avoir des bons collaborateurs, il faut quand même les payer le prix qu'ils méritent. Donc, et les trois qualités qu'il vous faut pour réussir en tant que commerçant sont pas nécessaires pour être un bon e-commerce. Bon commerçant, il vaut mieux être sur zone industrielle où vous êtes en franchise d'impôt, où vous êtes subventionné, donc c'est ce qui fait qu'effectivement ces paramètres actuellement, et surtout quand on vous prête de l'argent en vous disant comme pour Mano Mano, plus vous perdez de l'argent, mais plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous perdez d'argent. Mais plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous pouvez lever des fonds. Donc effectivement, c'est difficile, c'est une quadrature qui est difficile. Je pense. Alors quand est-ce que ça s'arrêtera ? Avec une bulle. Quand la bulle aura éclaté. Mais parce que deux startups sur 3 déjà ne seront pas là dans 5 ans. On verra bien, hein, mais en tout cas, alors entre-temps, ça détruit. Ça détruit. Entre-temps, le chiffre d'affaires, tout le chiffre d'affaires qui est fait sur
en e-commerce n'est pas fait en commerce physique. Oui, je suis Donc forcément, alors ça reconstruit de l'activité, on reconstruit des emplois, mais on en supprime beaucoup d'autres. J'enregistre demain un épisode avec une société qui s'appelle Talentsoft, le patron. 47% des emplois seront perdus d'ici 20 ans avec l'e-commerce. Mais par contre, d'un autre côté, on ne connaît pas 85% des métiers d'ici 2030. On verra bien. Voilà. Moi, là, je viens de louer un ancien magasin pour faire un mur d'escalade. C'est vrai, ça m'étonne pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous énerve ? L'injustice. L'injustice, ça m'énerve. C'est l'injustice et puis la mauvaise foi. Votre talent principal ? J'allais dire morpion. Pour vous accrocher ? Oui, ouais, d'accord. Accrocheur. Vous êtes le commercial qui sortait par la porte, qui rentre par la fenêtre ? À l'époque, c'est ça le morpion, oui, hein ? C'est ça. D'accord. C'est ça. Vous lâchez rien. Bon. Après, ce terme... Je suis bien obligé des fois de lâcher quand même. Oui. Oui, parce que je dois m'adapter. Je ne dois pas non plus sur des combats. Faut garder son énergie pour des combats gagnables. Après, faut pas s'accrocher pour y perdre la vie. Faut s'accrocher tant qu'on trouve que c'est utile et nécessaire. Est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 étapes de votre vie qui vous ont marqué professionnel ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est naturellement quand on m'a dit tu vas aller travailler à la place d'aller à l'école. Ça, c'est ce qui m'a plu. C'est quand même ma vie professionnelle parce que tout en a découlé de cette voie. Vous l'avez compris à l'époque ? Oui. C'était pas une je l'ai injustice. senti. Compris, je sais pas. C'était une injustice ou pas ? Injustice non, mais dommage, oui. Un regret, une tristesse. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? La vie aurait été totalement différente. Peut-être que j'aurais été énarque, peut-être. J'aurais fait normal sup, peut-être après le normal, avec les mêmes qualités, peut-être que, bon, et puis forcément la vie est plus différente, meilleure, je sais pas, différente forcément. Peut-être que j'aurais rencontré des guides qui m'auraient transmis des codes. Vous savez bien que quand on est autodidacte, ce qui vous manque le plus, c'est les codes. Ouais. C'est pas le code à changer, on n'a pas connaissance du code. Donc, vous fréquentez cet écosystème de patrons à Paris ? Très peu. Je les fréquente quand ça m'arrive, c'est très agréable, mais je privilégie. Peut-être que là, je suis un mauvais citoyen à cause de cela. J'ai toujours privilégié les nécessités de mon entreprise aux besoins de la représentativité. Non, mais je suis un mauvais citoyen. Ce que je veux dire, c'est que quand on vous dit Jean-Claude, l'autodidacte, est-ce que c'est pour vous encore, parce que vous me parlez, c'est ça, je répondis pourquoi ? Parce que vous me parlez d'énarques et vous me parlez de Normal Sup. Aujourd'hui, par rapport à 95-99% des entreprises qui vont écouter ce podcast ou qui sont là, ils n'ont pas votre réussite. Certains ont fait HEC, d'autres ont fait... il y en a plein quand même qui ont passé 4600 personnes, un groupe, etc. Le fait d'avoir fait Normal Sup ou les NARC, oui, ça ouvre d'autres portes, c'est incontestable. Mais c'est peut-être pas les bonnes portes. Peut-être que les NARC, vous seriez retrouvé dans un cabinet ministériel. Oui, après le cabinet ministériel, je serais devenu chef d'entreprise. Oui, mais est-ce que alors c'est frustré sans doute, voilà. Plus frustré que je ne le suis moi, mais peut-être, mais quand même. Oui, mais quand vous prenez, bien, je suis d'accord. Faut pas cracher dans la soupe. Hein. C'est quand même des bons postes en règle générale. Les attachés ministériels qui vont dans le privé, en règle générale, ils sont pas trop à plaindre. Oui, mais vous savez ce qui me dérange, ce qui me dérange moi, c'est que vous voyez ces énarques ou ces normaliens. Ils vont se retrouver comme aujourd'hui en politique. Aujourd'hui, on a un ministre qui était qui est ministre de l'Intérieur, mais qui était ministre du Budget. Aujourd'hui, si vous avez mis un moment Éric à la tête de Bricorama, c'était le meilleur. Oui.
Voilà. Autrement dit, si vous étiez un grand patron, on vous aurait mis peut-être à la tête de Castorama ou de Leroy Merlin, mais vous auriez découvert le bricolage par des briefings, jamais vous seriez allé parce que le marketing, vous l'avez certes appris, mais le merchandising, vous l'avez vu parce que vous avez vu que ce produit-là qui était en bas, il était peut-être pas au bon niveau, il fallait le remonter, etc. La pratique par rapport à la théorie, c'est vrai que vous avez fait, vous êtes passé par la pratique et après vous avez fait la théorie. C'est un peu l'inverse. Et moi, pour moi, les énarques et les normaliens, ce sont des théoriciens. Ce qui me gêne, voilà. Je comprends pas. En fait, ça va pas avec ce que vous me dites. Je comprends pas. Oui, mais parce que ils ont un parcours différent. Ils ont un parcours différent. Et peut-être que je suis un peu jaloux. Parce que moi, on m'a pas donné la possibilité de m'exprimer différemment, quoi. Différemment. C'est quand même, pour moi, quand même, c'est comme dans les petits, les moyens ou les grands patrons. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, quoi. Oui, mais ça a été une force. Excusez-moi d'insister parce que c'est ce qui vraiment m'intéresse. Si vous aviez été, peut-être pas normal sup, on parle simplement de... énarque, polytechnicien, énarque. Même pas une école de commerce, tout simple. Vous auriez fait une école de commerce, vous auriez fait Bricorama, 4600 personnes, le gros groupe, etc. Est-ce que ça aurait eu la même saveur que d'être parti du certificat d'études à 14 ans? Non, je suis pas d'accord. Il faut que vous me disiez oui. Non, mais je peux pas vous dire oui parce que moi, les études ont toujours été quelque chose de sacré. Ouais, et en reniant la valeur des études, je ne peux pas renier la valeur des études. Donc c'est un complexe. Exactement. Je ne peux pas renier la valeur des études. Je comprends. Vous ne me ferez pas dire que celui qui a fait des études vaut moins que celui qui en a pas fait. Ça, je l'ai. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai des jumeaux. J'en ai un qui fait Epitech, une école pour être ingénieur informatique, qui marche bien, et l'autre qui a arrêté son bac, qui a pas voulu repiquer mais vraiment très très peu de points, et qui m'a dit papa, voilà. Et moi, dans ma tête, je me suis dit. Le fait de pas avoir son bac, il l'aura pas parce qu'il l'a arrêté. Maintenant, il travaille. Ça veut rien dire, mais ça sera quand même plus compliqué que son frère. Ça sera quand même plus compliqué. Ça veut rien dire. Peut-être que l'un réussira énormément et l'autre moins, mais c'est vrai que ça fait un bagage. Exactement. C'est pour ça que ne vous m'entendrez pas critiquer ceux qui ont fait des études. Peut-être ceux qui ont eu la chance que moi je n'ai pas eu. Je vous pose 2-3 dernières questions. En tout cas, j'ai apprécié ce débat. Quel est le bouquin qui est sur votre table de chevet ou que vous auriez aimé m'offrir, par exemple? En ce moment, le Prince des Marais. C'est un livre américain. Alors, l'auteur, petit trou de mémoire. Là. Je trouverai. Film ou série? Film. Ouais. Film. La seule série que j'ai vraiment regardée, c'est 10%. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il y a la 3e saison qui sort, je crois, ou 4e ou 3e. Oui, j'ai commencé à voir. Mais là, la 3e saison, il manque un petit peu par rapport aux deux. Il manque un petit peu de souffle en moins. D'accord. J'aime bien Camille Cotin, je crois. J'aime bien. Oui. Et film? Quel genre de film? Plutôt des films distrayants, quoi. Distrayants. D'humour? Voilà. Oui. Le soir, vous rentrez, vous détendez? Oui, je me détends. Moi, ma femme travaille. Ma femme travaille, elle a son activité, elle a son... Dans la déco, c'est ça? Voilà, elle a un magasin. Donc, en règle générale, si j'arrive avant 8 heures, ça va pas. Donc, il faut que je la laisse arriver, préparer à manger. Donc, comme ça... Vous êtes dans ses pattes, sinon? Voilà, c'est elle. Sinon, si j'arrive... trop tôt, elle est perturbée, elle n'a pas le temps, donc plutôt 8h30 le soir, plutôt 8h30 le soir à la maison. Quoi. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter? Il faut que je réfléchisse. J'aurais pu vous dire Monsieur Gattaz, quand même. Yvon Gattaz était quelqu'un de bien. Ouais. Et vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui a... Je connais Pierre. Mais son père, Pierre est très bien, mais son père encore mieux. Parce que il a su associer ce que je vous ai dit, créer son entreprise et prendre une place dans la société. C'est-à-dire avoir un rôle.
Il s'agit pas, on va pas discuter, on va pas faire un jugement de valeur, mais simplement le fait qu'il a pris des responsabilités, qu'il a consacré du temps, de l'énergie pour au bien commun. Je trouve que c'est vraiment, voilà pour moi un grand chef d'entreprise. Quelle serait la phrase ou la citation qui résume votre parcours ? Aujourd'hui, les échelles ne sont plus les mêmes, mais les barreaux existent toujours. Allez, je vous passe la dernière question du podcast, qui est une tradition. Donc, le podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Donc, quelle est la combinaison pour devenir Jean-Claude Bourrelier ? Du travail. Alors, forcément, on a spoilé la totalité, on a pipé tous les dés. Mais je vous la pose quand même. Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité, ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout. Je crois que tout ce que vous avez dit, la résilience, au-delà de ce que j'ai dit, la santé, tout ça c'est très bien. La résilience, vous avez dit la curiosité aussi. Ouais. La curiosité, moi je sais que si j'ai pas mon journal, ça il y a une chose que je supporte pas, c'est de pas avoir mes journaux le soir en rentrant à la maison. Ça, si j'ai pas mon journal, ça va pas bien, quoi. Mais je crois que le point commun de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la curiosité, de comprendre comment ça marche. Voilà, mais moi, quand j'étais petit, je sais que, à titre personnel, je démontais quelque chose pour voir comment ça marche. C'est important de comprendre les rouages. C'est ce que vous avez fait avec le marketing à l'époque du commerce. La curiosité. La curiosité. Ouais. Et savoir, Merci pour cette interview. Jean-Claude, c'était un honneur, plaisir. Ah si. Vous savez pourquoi c'était un honneur ? Évidemment, vous êtes un grand patron, c'est pas la question. Mais vous êtes un concentré de sagesse, de brillance et de bon sens. Voilà. Et c'est vraiment, ça a été une leçon. Non, mais vraiment, j'ai énormément apprécié. J'ai vraiment apprécié cet épisode. Merci beaucoup. Alors, une petite truc. J'avais demandé pour aller donner des conférences dans les grandes écoles. À la Chambre de commerce qui possède HEC, ESSEC et tout. On m'en a jamais donné l'occasion. C'est dommage. Les pauvres fous. Merci Jean-Claude. Voilà, c'est bien. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.